Nous sommes au cinéma en 1994. Forrest Gump vient de sortir et le monde se précipite dans les salles pour regarder un futur chef-d'œuvre qui marquera de nombreuses générations. Mais lors d'une scène, les sneakers addicts et non sneakers addicts vont avoir les yeux rivés sur une paire de chaussures pas comme les autres. Une paire légendaire. Forrest Gump, prêt à faire le tour des États-Unis à la course à pied, sort d'une boîte une Nike Cortez blanche et rouge. Il la regarde attentivement et la met à ses pieds. Beaucoup de monde à l'époque semblait découvrir l'existence de cette paire, comme si elle avait été faite pour le film. Et pourtant, ce que beaucoup ignoraient, c'est que son histoire allait bien plus loin qu'une simple scène. De la démocratisation de la course à pied aux rues de Los Angeles en passant par les gangs de rue, il est l'heure de revenir sur les légendes qui gravitent autour de la première paire de Nike ayant jamais existé. Salut à tous, c'est Arthur Berondi et aujourd'hui, on explore les secrets de la Nike Cortez. Pour savoir comment la Cortez est devenue le premier succès commercial de Nike, il faut remonter loin, bien avant la création de Nike elle-même. Nous sommes en 1962 et à l'époque, Phil Knight, oui le boss de Nike, venait d'être diplômé en master à l'université de Stanford. Une école pas trop mauvaise. Il avait également un bachelor de journalisme de l'université de l'Oregon dans son attirail. Phil Knight, c'était quelqu'un qui observait beaucoup le monde qui l'entourait et qui se posait beaucoup de questions, comme pourquoi les oiseaux battent des ailes et pas les avions? Ou, et si les caméras allemandes se sont faites remplacer par les caméras japonaises, pourquoi ça ne pourrait pas être le cas pour les chaussures de sport? Ayant fait partie de l'équipe d'athlétisme de l'université de l'Oregon, il était légitime qu'il se pose ce genre de questions. Étant le pays de l'innovation et de la reconstruction à l'époque, il pensait dur comme fer qu'il existait une paire de chaussures au Japon pouvant concurrencer la domination totale d'Adidas et Puma en Occident. Mais que celle-ci n'avait pas encore été révélée au grand jour. Son idée était de rentrer en contact avec une firme japonaise et de se présenter comme un importateur américain de chaussures étrangères. Mais il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Il y est donc allé à la one again. En novembre 1962, il s'envole pour le Japon, s'envoie un gros teppanyaki, un sukiyaki, des sushis et finit par atterrir à Kobe, où un magasin bien particulier lui tape dans l'œil. Le nom de ce magasin, c'était Onitsuka Tiger, qu'on connaît tous sous le nom d'Asics aujourd'hui. Quand il est rentré, il a trouvé que les chaussures étaient d'une qualité hallucinante pour l'époque. Il a eu une vision et savait qu'il allait trouver sa perle rare. Il s'est donc présenté comme prévu au patron de la boutique, Monsieur Onitsuka, comme un importateur américain. Il a inventé un nom d'entreprise sur le coup, Blue Ribbon Sports, et ça a marché. Onitsuka a accepté de lui envoyer une douzaine de paires en 1963. Celui-ci les vendra dans le coffre de sa voiture en arpentant les pistes d'athlétisme. Ces petites ventes ont connu un franc succès. Il s'est donc dit qu'il fallait aller bien plus loin. C'est pour cela qu'il appellera son ancien coach de l'université de l'Oregon, qui avait déjà entraîné des athlètes au JO, Bill Bowerman, afin de bénéficier de plus d'expertise. En voyant les chaussures, Bill a aussi senti le potentiel énorme de celle-ci et a donc décidé de l'accompagner dans ses ventes. En 1964, les deux nouveaux associés investissent $500 chacun dans Blue Ribbon Sports pour commander 300 paires de Onitsuka Tiger qu'ils vendront en moins de 3 mois. Et les ventes n'ont fait qu'augmenter, passant d'un bilan de $8 000 de vente en 1964 à $20 000 de vente en 1965. Les deux associés se sont regardés dans les yeux et se sont dit qu'il fallait aller encore plus loin. Et c'est là que la véritable légende de Nike va naître. Avec les ventes de Onitsuka Tiger, Bill et Phil se sont empressés d'ouvrir un magasin à Santa Monica où ils pourraient vendre plus facilement les produits de la firme japonaise. Dans cette boutique, Phil se chargeait de toute la partie business comme et vente, et Bill se chargeait de l'expertise et l'innovation. L'innovation? Oui, car celui-ci s'est mis à ouvrir plusieurs Onitsuka Tiger qu'il recevait afin d'en voir la composition, mais surtout afin de trouver un moyen d'améliorer encore la chaussure. Il remplaçait par exemple quelques matériaux par des matériaux moins lourds, afin d'améliorer le confort et l'endurance. Il les renvoyait ensuite vers le Japon qui acceptait avec plaisir ces améliorations. Et c'est ainsi que fut créé en 1966 le premier prototype de la Cortez, la TG24, qui s'appellera ensuite la Mexico Tiger pour attirer les clients en vue des JO de Mexico de 1968 qui approchaient à grands pas. Mais c'est avec le succès que les ennuis et les discordes vont commencer entre Onitsuka Tiger et Blue Ribbon Sports. Tout d'abord, ils ont mis longtemps à se mettre d'accord sur le nom final de la chaussure. Ils ont fini par se mettre d'accord sur Aztec, un nom inspiré de l'histoire mexicaine et de l'Empire mexicain, mais petit problème, le nom était trop similaire à la Azteca Gold, la chaussure d'Adidas aussi destinée aux JO de Mexico. Onitsuka Tiger et Blue Ribbon Sports se sont dit qu'ils ne pouvaient pas mettre un nom similaire à leurs concurrents principaux. De plus, Adidas était à deux doigts de les attaquer en justice. Phil Knight et Bill Bowerman ont donc décidé d'appeler la chaussure la Tiger Cortez, un nom qui a mis tout le monde d'accord. Pour Tiger, vous savez pourquoi, mais pour Cortez, c'est une inspiration du conquistador espagnol Hernán Cortés, qui, en 1921, a défait les Aztèques lors de la conquête du Mexique par les Espagnols. Ce nom était une sorte de métaphore provocatrice qui envoyait un message à Adidas, leur disant qu'ils allaient les défaire avec cette chaussure durant la compétition. On peut voir que le côté provocateur de Nike, qui sera repris par John McEnroe ou Michael Jordan plus tard, existait déjà dès le début. La chaussure a été immensément bien reçue.
D'abord par les athlètes pros comme Steve Prefontaine, coaché par Bill Bowerman en personne, qui devint le premier athlète de l'histoire à porter un modèle de Cortez lors des JO de 1968. Ensuite par le public et en particulier les coureurs amateurs, ou les joggers comme les appelait Bill Bowerman. En effet, celui-ci avait démocratisé le running amateur en écrivant un livre vendu à plus d'1 million d'exemplaires appelé Jogging. La Cortez est devenue la meilleure vente de l'histoire d'Onitsuka Tiger et Blue Ribbon Sports à l'époque, avec plus de 300 000 $ de vente en 1969. Mais hélas, quand ce genre de chiffres commence à apparaître, les tensions et disputes se font en général jamais attendre. Des tensions vont donc commencer à naître entre Onitsuka Tiger et Blue Ribbon Sports. Et celles-ci viennent plutôt du camp japonais qui était plutôt ingrat et peu reconnaissant envers Blue Ribbon Sports. La demande de Blue Ribbon Sports augmentait et Onitsuka leur envoyait toujours le même nombre de chaussures au même rythme. De plus, c'était souvent le reste de sa production et ses invendus. Il profitait donc de l'expertise de Bill Bowerman qui avait considérablement augmenté la qualité et par la même occasion la popularité de sa chaussure dans le monde, tout en faisant aucun effort pour les aider ou les remercier de ce coup de pouce énorme. Phil et Bill ont donc décidé de prendre une décision drastique, celle de se séparer d'Onitsuka Tiger définitivement. Leur contrat se terminait en 1972, juste avant les JO de Munich. Ils ont donc travaillé dans l'ombre afin de trouver un nom et c'est finalement Nike, la déesse de la victoire, qui sera retenu. C'est Jeff Johnson, le commercial et ami de Phil Knight, qui a eu l'idée. Quant au logo, il a été designé par Caroline Davidson, une graphiste mais aussi élève de Phil Knight à l'université de l'Oregon dans ses cours de comptabilité. Celle-ci créera le swoosh pour seulement 35 $. Et oui, c'est peu, mais elle obtiendra en cadeau en 1983 une bague en diamant gravée de son logo et également 500 actions de chez Nike. C'est généreux, mais on va dire que c'est le minimum vu l'ampleur qu'a pris ce logo. Mais la question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment allait-il faire pour la Cortez? Eh bien, une action en justice a eu lieu pendant 3 ans, de 1971 à 1974. Et il a finalement été décidé que les deux marques avaient le droit d'exploiter la chaussure, mais que le terme Cortez revenait à Nike, car c'est Bill et Phil qui l'avaient inventé. Ils apposeront donc le swoosh sur la paire qu'ils ont designé en collaboration avec Onitsuka, et ça y est, la Nike Cortez était née. En 1972, elle sera portée de nouveau par Steve Prefontaine, lors des JO de Munich, qui finira 4e de l'épreuve du 5000 mètres avec. Encore coaché par l'infatigable Bill Bowerman, Steve aurait pu devenir le premier athlète sponsorisé par Nike, mais ce titre revient finalement au joueur de tennis Ilie Nastase, car à l'époque, c'était interdit de sponsoriser un athlète au JO. Il a donc juste porté la Cortez avec le swoosh. Mais cela lui donnera quand même une immense visibilité. Pour la chaussure en elle-même, son succès était aussi dû au fait qu'elle avait la fameuse semelle crantée Waffle, qui absorbait les chocs de manière révolutionnaire. Mais ce qui fera réellement d'elle une légende, c'est ce qui arrivera après le sport. Et oui, la Cortez n'était pas une sneaker toute rose. Elle n'était pas toulousaine. J'annule cette blague. Dans les années 80, la paire est devenue très populaire aux États-Unis et servait d'emblème pour de nombreux gangs de la côte ouest comme les Bloods, les Crips et plein d'autres. Les MS-13 ont fait de la Cortez un symbole de leur gang. Ça faisait partie de l'uniforme. Porter des Cortez et un pantalon kaki signifiait qu'on faisait partie de ce gang. Mais ce n'est pas tout. Les couleurs des Cortez étaient encore plus importantes que le modèle en lui-même. En effet, chaque gang avait un bandana avec un code couleur différent. Pour les Bloods, c'était le rouge. Il fallait donc porter des Cortez blanches et rouges. Pour les Crips, c'était le bleu. Il fallait donc porter le modèle blanc et bleu. Enfin, d'autres gangs de la côte ouest, eux, ont décidé de porter le modèle noir et doré. Le gangsta rap se l'est par conséquent aussi approprié, notamment avec le groupe NWA. Dans les cités américaines, on les appelait même les Dope Man Nike, en référence à Dope Man de NWA. Mais vous vous doutez que la culture de la Cortez est allée bien plus loin, car en plus des gangs, elle était adulée par l'entièreté de la culture à l'époque. Si la Cortez s'est démocratisée auprès du grand public, ce n'est pas grâce aux gangs ou au sport, mais grâce aux nombreux artistes et acteurs qui les ont arborés. Le modèle OG, le blanc et rouge, l'iconique, a été lancé pour femmes. On l'appelait la Señorita Cortez et sera porté par Farrah Fawcett dans la série Drôle de Dame où celle-ci fait du skateboard avec cette paire. À l'époque, cette scène avait rendu fou les gens et ceux-ci voulaient à tout prix s'en procurer une. Elton John portera également des Cortez lors d'un concert. Pour revenir à ce dont on parlait dans l'intro, c'est finalement à Los Angeles qu'elle aura le plus de succès grâce au film Forrest Gump. Accompagnée de nombreuses campagnes de publicité, la scène en question relancera totalement le modèle qui était à bout de souffle en 1994. Dites-vous que l'effet de cette paire était quasiment équivalent à la Nike Mag. Sauf que contrairement à la Mag, on pouvait s'en procurer, ce qui fait que la plupart des habitants de Los Angeles se retrouvaient avec des Cortez aux pieds. Cette scène est en plus pleine de sens, puisqu'elle précédait le tour des États-Unis de Forrest Gump à pied. Et rappelons-le, c'est cette paire qui a démocratisé la course à pied ou le jogging dans les années 60 et 70. Le parallèle était évident. En ce qui concerne sa carrière cinématographique, elle est aussi apparue dans le film Karate
Karate Kid, avec la scène du mentor, Monsieur Miyagi. Également dans le Loot Wall Street, lors de la scène où Leonardo DiCaprio prend la drogue appelée Quaalude et se crache en Lamborghini, et enfin dans Twilight où Kristen Stewart les arbore également. Pour finir, Kendrick Lamar a collaboré avec Nike pour créer ses propres Cortez, avec la Kung Fu Kenny ou la Basic Slip, deux modèles qui ont beaucoup fait parler d'eux à l'époque. Whitney Houston l'a également porté lors de son concert de Super Bowl de 1991, tout comme Bella Hadid lors d'un incroyable shooting photo qui célébrait les 45 ans de la paire. Aujourd'hui, la Cortez est toujours d'actualité, comme avec sa collaboration récente avec Sacai, et continue d'être célèbre à travers le monde car elle a tellement représenté. Des débuts de Nike, un symbole de la culture urbaine, pour ensuite devenir un emblème de la mode. Elle est passée du jogging aux rues de Los Angeles, tout en passant par les gangs de cité. Cette paire a une grande histoire et encore un bel avenir devant elle. Et qui sait ce qu'elle nous réserve encore. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Je remercie notre partenaire KikiKix qui comme d'habitude nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires qui sont dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Sneak On Air.